Ok, c'est bon, ça enregistre, on peut y aller. Je suis trop content de recevoir aujourd'hui le Victor, le CEO de celle-ci. On en parlait juste avant qu'on appuie sur enregistrer, que tu es le deuxième ou troisième late CEO que je reçois. Et j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose qui est vachement en vogue aujourd'hui. On en parle de plus en plus de ces profils-là qui arrivent à la tête de gros scale-up, on va dire, après, du coup, qui prennent la place des anciens founders. Mais je pense parce qu'en fait, on arrive dans un cycle où toutes ces boîtes, alors celles-ci qui sont des vieux de la vieille, parce que ça fait plus de 10 ans. 15 ans. 15 ans, ouais, tu vois. C'est simple, moi j'ai commencé à entreprendre avec Feu MyFacture, qui était l'ancien nom de celle-ci. Et du coup, en fait, c'est les anciens founders qui, naturellement, arrivent à la fin d'un cycle et en fait passe le relais du coup à des profils comme le tien, donc qui sont de base des salariés qui deviennent des entrepreneurs. Donc en fait on va vachement pouvoir parler de ça. Et j'ai fait une intro qui était beaucoup plus trop longue, et donc du coup je vais te dire déjà bienvenue, merci de venir dans le podcast, et je vais te laisser te présenter. Merci Hugo, et ravi d'être dans ce podcast aussi. Et donc enchanté, moi je suis Victor Dweck, je suis CEO de celle-ci. Comme tu l'as bien dit Hugo, effectivement moi je suis arrivé pas au tout début de l'aventure celle-ci, donc j'ai pas fondé celle-ci, je suis arrivé il y a 8 ans et demi maintenant chez celle-ci. Il y avait combien de personnes à l'époque, il y a 8 ans et demi? C'était déjà gros quand même. À l'époque, on était une vingtaine. Ah oui, donc encore petite équipe quoi. Vingtaine de salariés, on devait faire à peu près 1,5 million d'ARR. Ah, c'était tout petit quoi. Ouais. On avait quand même un peu plus entre 1500 clients. Ouais, comme ça. Je dis c'est tout petit, parce qu'en vrai, quand tu fais 1,5 million d'ARR, t'es quand même bien. Donc d'ARR, c'est le revenu annuel récurrent. C'est juste que par rapport à maintenant, vous devez faire 20 fois plus. C'est pour ça que ça paraît petit, quoi. Pas loin. On s'est pas mal développé, on pourra en reparler. Mais effectivement, oui, c'est passé pas mal de choses en 8 ans et demi maintenant. Yes. Et du coup, avant d'arriver sur celle-ci, juste pour faire, sans rentrer vraiment dans les précisions, détails, etc., juste pour savoir comment on en arrive à devenir du coup le CEO d'une scale-up comme celle-ci, c'est quoi toi un petit peu ton parcours, et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui en fait t'as pas forcément entrepris, t'es rentré dans une boîte et finalement t'es devenu un entrepreneur, alors je vais pas dire malgré toi parce que je pense que tu l'as voulu, mais comment c'est quoi le parcours un peu? Je suis toujours content de raconter cette histoire, mais c'est un peu une conjonction, il y a du hasard, j'y reviendrai un peu après, et puis il y a aussi un parcours et des choix un peu par opposition de certaines choses que j'avais pas envie de faire. Mais moi, mon parcours, c'est quoi? J'ai fait une école de commerce et puis j'ai très vite choisi une des filières d'excellence de l'époque. À l'époque, moi, quand j'étais fin d'école de commerce, on est en 2012, les startups... on est de la même génération du coup. Les startups, on commence à en parler, mais tes copains entrepreneurs en école de commerce, c'est quand même encore un peu des ovnis, quoi. Ah, attends, tu les comptes sur les doigts d'une main. Voilà. C'est ça, en fait, c'est vrai que un peu les têtes de gondole, qui avaient en 2012, quand on sort d'école, la star, c'est Céline Lazorte, Litchi, du coup, qui était vraiment hyper présente, hyper pédagogue. Et on sentait qu'elle voulait vraiment mainstreamer et transmettre cette passion entrepreneuriale. T'avais les mecs de Fago, t'avais le mec du CIP français un petit peu après, mais dans la tech... À part Céline, t'en avais pas des masses quand même. Assez peu, et puis encore, il y avait ce côté un peu ovni, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est compliqué, tu vas pas te payer, puis surtout quand tu sors d'école de commerce, que t'as potentiellement déjà un prêt sur la tête, etc. Ce côté, un peu risqué, et puis surtout un peu pionnier, un peu roots presque, du côté entrepreneur à l'époque, qui a vachement changé très rapidement en fait. Ouais, c'est fou là, en 10 ans, ouais, ça a changé très rapidement, mais déjà 3-4 ans après, c'était plus la même situation. 2015-2016, j'y reviendrai, c'était déjà un peu différent. Et donc, moi, j'ai suivi un peu un parcours, un peu la filière d'excellence. Je me pose pas trop de questions. J'ai fait de la banque d'affaires. Parce que toi, tu viens de l'ESSEC, c'est ça? Ouais, j'étais à l'ESSEC, absolument. Et donc, j'ai suivi des copains qui partaient en banque d'affaires parce que c'était une façon... de se dire qu'on allait bien gagner sa vie tout en apprenant des choses. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. J'ai fait de l'audit. J'ai fait de l'audit interne pour le groupe Lagardère. Ça, c'était déjà un peu plus fun parce que je passais pas mal de temps en déplacement. J'ai passé quasiment 4 ans et demi à faire le tour du monde en Asie, aux US, en passant un mois dans un pays, un mois dans un autre. Ah, c'est lourd. Tu le sais, j'adore tourner mes épisodes de podcast en studio. Mais pour passer à l'échelle, j'étais obligé de trouver un partenaire pour avoir mon studio directement en ligne.
J'ai essayé pas mal de solutions et j'étais souvent hyper déçu. Un son de merde, une image floue, des problèmes de connexion à chaque fois. Et c'est là qu'on m'a parlé de Riverside, riverside.fm. J'ai essayé et j'ai tout de suite adoré. En gros, Riverside, c'est un peu la Rolls quand tu veux tourner un podcast en ligne, en asynchrone, directement de chez toi. La Ferrari de l'audio, quoi. J'en fais peut-être un petit peu trop là, non? Avec Riverside, le principe est hyper simple. Tu prépares ton interview dans leur studio virtuel, tu définis les rôles de chacun, l'invité, l'intervieweur, le producteur. Tu envoies une invitation par mail ultra simple à ton invité. Il clique, ça s'installe tout seul et c'est parti. Toi, tu enregistres ta voix et ton image de ton côté. Ton interviewé, il fait pareil de son côté. Et Riverside fusionne le tout pour un rendu digne de ce nom. Et vraiment, je te le garantis, la qualité, elle est vraiment incroyable. Même avec une connexion moyenne et un ordinateur de base, ça fonctionne hyper bien. Et en plus, là, ils ont plein de nouvelles features qui sont assez ouf. Tu vas pouvoir personnaliser ton studio comme bon te semble. Logo, arrière-plan, police, tu choisis tout ce que tu veux. En gros, tu vas pouvoir créer ta propre identité visuelle en quelques clics. Mais attention, Riverside ne s'arrête pas au live. Leur éditeur vidéo est une véritable tuerie. Montage audio par pistes séparées, ajout de musique, d'images, de textes, bref, tu peux personnaliser comme bon te semble. Et ils ont même rajouté des outils IA qui suppriment les silences un peu gênants. Et ils ont même des outils IA pour fluidifier les voix et supprimer les silences un peu gênants automatiquement. Alors certes, ça reste une plateforme en ligne. Ce sera toujours plus qualitatif d'aller enregistrer ton podcast en studio. Mais avec la qualité 1080p, l'export en 4K et toutes les features avancées, on est quand même vraiment pas mal en termes de rendu. Bref, si tu cherchais encore la solution pour créer tes podcasts en ligne, je pense que tu viens de la trouver, c'est riverside.fm et tu vas voir, ça va te changer la vie. Et du coup, je suis hyper content que Riverside soit mon nouveau sponsor pour cette nouvelle saison de podcast. Et au passage, je t'ai négocié deux choses. Déjà, tu peux tester gratuitement en cliquant sur le lien qui est en description. Et avec le code LACHAPELLE, tout attaché, tu obtiens 15% de remise sur le format premium. Donc merci encore à Riverside de sponsoriser cette saison de podcast. Merci à vous d'être toujours plus nombreux sur La Chapelle Radio et très bonne écoute. Ça, c'était déjà un peu plus fun, mais je me suis quand même rendu compte que après 5-6 ans à faire ça, que cet univers, il n'était pas fait pour moi. Pas mal de raisons. Je pense que la première, ça a été un vrai besoin à un moment de prendre mon destin en main. Et quand tu bosses dans des grosses structures comme ça, ton destin, tu le prends pas en main. Tu te fais un peu porter par ta boîte, tu te fais porter un peu par aussi l'actualité, etc. Et puis aussi, je pense, un vrai besoin de liberté. Moi, j'ai grandi à La Rochelle, là où le siège de celle-ci, on y reviendra. Et moi, assez vite, à Paris, j'ai un peu implosé. D'ailleurs, je pense que probablement la meilleure période, c'est celle où je me déplaçais et je passais du temps à l'étranger, parce que ça me permettait un peu de sortir de Paris. Tu pouvais pas surfer à Paris, quoi. Je pouvais pas surfer à Paris. C'est pas faux. Non, mais voilà. Et donc, du coup, il y a eu un peu ce côté un peu besoin, un moment de liberté, besoin de prendre mon destin en main. Et on va pas se mentir aussi, cette vague d'entrepreneurs autour de moi, cette vague de start-up, là, on est en 2015. 2015, on est en plein dans l'époque The Family. Et on commence à en parler beaucoup. Beaucoup de startups qui se créent, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de VC aussi qui commencent à arriver en France. Donc, c'est une époque qui est en train de changer. C'est ça qu'il y avait une effervescence. Je me rappelle 2015-2016, tu vois, moi, je me rappelle très bien parce que c'est la naissance de ma fille en 2016. Il se passait un truc, on commençait à regarder YouTube, il commençait à y avoir de plus en plus de contenu en ligne, de plus en plus de choses. Et c'est ça qu'il se passait quelque chose. Il se passe un truc et moi, ça résonne énormément avec, je pense, mes envies du moment. Mes envies un peu, comme je le disais, d'entreprendre d'une certaine manière, ou en tout cas de rejoindre un projet qui était extrêmement différent, sur lequel j'allais pouvoir apporter toute l'énergie que j'avais et sur lesquelles j'étais peut-être un peu frustré dans mes expériences de grosses structures. Et donc là, à ce moment-là, me vient un paquet d'idées, des envies d'entreprendre, pas mal de projets auxquels je discutais, même des projets avec mon père à l'époque. Voilà. Et où, en même temps, envie de rejoindre peut-être une plus petite structure. Et donc, avec deux décisions qui étaient assez fermes pour moi. C'était le fait de quitter Paris, et deux, vraiment l'idée de rentrer dans un projet dans lequel j'allais pouvoir accompagner sur le long terme, d'avoir une vraie vision long terme sur un projet. Et puis, c'est pour ça que je te parlais de hasard tout à l'heure. On parlait donc
de la grande époque startup, effectivement 2015-2016, pas mal de médias aussi qui commencent à se lancer, French Web notamment. Il y avait French Web, il y avait Madines qui s'est créé à ce moment-là. Qui était déjà présent. Mais French Web French Web depuis existait un peu avant. Il y avait French Web et TechCrunch en France, il y en avait avec deux. Absolument. En tout cas, moi, c'est l'époque où j'ai commencé à lire French Web activement. J'étais en train de scroller French Web tous les jours pour m'inspirer un peu d'aventure et d'histoire. Et c'est sur un article French Web que j'entends parler de celle-ci pour la première fois. Et Alain Mévélec qui racontait l'histoire celle-ci. Alain, un personnage. Absolument. Qui raconte le projet, l'ambition de celle-ci, et qui raconte aussi ce choix d'installer une start-up tech à La Rochelle. On est en 2015. On parle tout juste d'avoir de plus en plus de start-up à Paris. Et puis tu as cette boîte, effectivement, start-up à La Rochelle. Donc moi, ça résonne parce que j'ai grandi à La Rochelle. Mais c'était déjà à La Rochelle ? Absolument. Oui, c'est ça. Moi, j'allais te dire, je les ai toujours connus là-bas. Ouais, celle-ci créée à La Rochelle en 2009, donc déjà bien avant même 2015, déjà installée à La Rochelle. Ah, c'est 2009 ? 2009, ok. Ouais, on fête les 15 ans cette année. Parce que tu vois, moi, j'ai commencé à utiliser la solution début 2011. Ouais, le produit, il a dû démarrer début 2011. En fait... c'est ça. En gros, je me rappelle qu'on faisait partie vraiment des premiers sur myfacture.fr. Absolument. MyFacture, effectivement, le statut ont été déposés en 2009 je pense que le MVP date de deuxième semestre 2010 à peu près. Donc, c'est dommage, j'aimerais bien retrouver des capts écran de comment c'était à l'époque. Ça doit être quelque chose de retomber dessus, quoi. Ouais. Bah, je regarde régulièrement, ça me permet un peu de voir tout le chemin parcouru depuis. Ça fait du bien. Parce que c'est aussi. ça, c'était MyFacture. Et après, je pense qu'il voulait peut-être être à l'international ou quoi. Donc, ils se sont dit MyFacture, c'était peut-être pas le bon nom. Et du coup, c'était devenu Invokit. Alors, moi, je disais Invokit à la française, avec un logo de chien, je me rappelle. Absolument. Et ça, je crois qu'il y a eu quelqu'un qui avait déjà déposé. Ils se sont fait emmerder. Ils ont dû rechanger pour celle-ci. Tu connais bien l'histoire, effectivement. On s'est fait attaquer. Alors, je ne sais plus par qui. Non, mais t'imagines, moi, nous, en 1 an et demi, c'était le seul SaaS qu'on utilisait. En 1 an et demi, je change 3 fois de nom. Donc, c'était quand même quelque chose, quoi, tu vois. Exactement. Et c'est donc à cause de ça, ou grâce à ça, plutôt, qu'on s'est appelé celle-ci. Et là, effectivement, le changement de nom, il a dû être opéré peut-être en 2013 ou... c'est 2012, ça. Et de base, c'était un bleu un peu plus là, comme les rideaux, un peu plus fade et tout. Ouais, maintenant, c'est un bleu un peu plus pétant. Un peu plus foncé, absolument. On aime bien. Exactement. Et donc, voilà. Et donc, j'entends parler de celle-ci. Et je me dis, tiens, allez... j'envoie un petit email à Alain pour essayer de voir si je peux le rencontrer. Et je pense que j'envoie l'email, il se passe à peu près 10 minutes. Et à l'époque, je suis encore dans mon bureau, Lagardère, en costume, etc. 10 minutes, déjà, mon téléphone qui sonne, Alain qui m'appelle, il me dit « Ouais, écoute, faut qu'on se parle. Je viens à Paris demain parce que voilà, on est en train de rencontrer des investisseurs. Est-ce qu'on peut dîner ensemble avec mon associé, Fred et tout ?» Alors là, tu le dis pas, mais peut-être t'avais dû quand même envoyer un mail où tu te vendais bien déjà, non ? Ouais, je me vendais, mais d'ailleurs probablement un peu, tu vois, mi-corporate. Faudrait que je retrouve cet email. Ce serait marrant de retrouver ce mail et de le poster, quoi. C'est vrai. Non, parce qu'en fait, mais là où je dis ça, c'est pas anodin, parce que en fait, souvent, les belles histoires, que ce soit de belles histoires de business ou de recrutement ou d'association ou autre, bah, ça démarre toujours par une première personne qui a tendu la main ou qui a lancé une canne à pêche. Et souvent, c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, en fait, on vend quoi qu'on fasse, même quand on envoie un mail où on se vend à soi, où on veut juste aller prendre un café ou quoi, bah, le copywriting et la façon dont on va le dire est hyper importante, quoi. Mais je pense que j'ai dû le faire d'une manière assez maladroite quand même, parce qu'à l'époque, j'étais entre ce monde un peu corporate, où on envoyait un CV un peu à l'ancienne, etc., où on essayait de se vendre, et en même temps, je voulais passer quand même pour un mec cool, parce que du coup, je me disais, c'est un monde de start-up. T'as pas mis bien cordialement à Alain, quand même, j'espère. Je crois pas, mais tu sais quoi, en rentrant, je vais regarder, parce que c'est sûr que j'ai encore cet email. Je suis trop chaud de le voir, ce mail. Je vais regarder, savoir ce que j'ai écrit. En tout cas, Alain a saisi la perche, et ça, c'est plutôt cool. Et le lendemain, on dînait ensemble, je m'en souviens très bien, dans un hôtel à Paris. On prenait l'apéro, qui était un apéro au dîner, avec Simon Frédéric, son associé. Et puis, on a passé 3 heures à discuter ensemble. À la fin du dîner,
Alain, il me dit, bah écoute, quand est-ce que tu nous rejoins? Et moi, j'étais, bah attends, quand même, peut-être aller voir les équipes avant, voir les bureaux et tout. Ah ouais, bon, ok, si tu veux. Et ça a été pourquoi? Genre, je sais pas, une sorte de poste de CEO, donc un CEO, donc de responsable des opérations, ou ouais, c'était une création de poste, c'était quoi? C'était, en fait, à l'époque, ils démarraient un roadshow pour une série A. Ils se rendaient compte qu'il y avait un vrai sujet autour un sujet de data, finance, mettre un peu toutes ces datas un peu au clair pour aller voir des fonds en ayant quand même une histoire à raconter, et ça il l'avait, mais en tout cas les chiffres à l'appui, ça il l'avait un peu moins. Et puis aussi déjà cette anticipation de se dire, dès qu'on va lever de l'argent, on va accélérer fort. Ils étaient déjà en train d'accélérer, il va falloir qu'on structure la boîte, et on a besoin d'un profil qui soit peut-être un peu plus consultant, analytique, gestionnaire, qui soit capable d'être à nos côtés pour scaler la boîte. Donc, le rôle initial, j'étais CFO. CFO d'une boîte de 20 personnes, ça ne veut pas dire grand-chose. CFO/DG, quoi, en fait. Et assez vite, j'ai pris un rôle qui était CEO, qui était effectivement un poste de DG opérationnel. Et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure. Et d'ailleurs, effectivement, je me souviendrai toujours à la fin de ce dîner, Alain qui me dit, non, mais enfin voilà, on te recrute parce que nous, un jour, on ne sera pas éternel. Et puis... c'est toi qui prendras le poste de CEO un jour. Je me souviens très bien de cette phrase-là. J'y croyais pas du tout. Bon, il se trouve qu'ils avaient raison. Mais voilà comment l'histoire a démarré. Et puis, je crois donc que... là, on est il y a 8 ans. Là, on est il y a 9 ans quasiment. On est en 2015. Ah oui, ok. C'est ça, on doit être en octobre 2015, 8 ans et demi. Je te dis, je crois que le lendemain, j'allais à La Rochelle pour voir les équipes. Et là, j'accroche, mais complètement à la culture de la boîte. J'avais déjà accroché avec Alain et Fred. J'avais déjà accroché au projet. Et souvent, les trois sont liés. Ouais, non, mais complètement, absolument. J'avais accroché au projet parce que je voyais l'ambition d'avoir vraiment ce côté CRM et facturation. Moi, j'avais passé ma vie dans les SI de filiales de boîtes du groupe Lagardère, qui étaient des SI à l'ancienne. Donc les SI, les systèmes d'information. Beaucoup, on parle de grosses boîtes américaines, du Microsoft, du Salesforce, etc. Et je voyais la complexité pour des structures, parce qu'en fait, beaucoup de filiales dans lesquelles je travaillais, c'était des boîtes de 20, 30, 40, 50 personnes qui étaient avec des espèces de mastodontes. Et donc, qui étaient obligés d'utiliser ces logiciels de la RDA. Imposés par le groupe, etc. Et puis moi, ce projet de me dire, voilà, on va faire un ERP, CRM, facturation pour les PME avec gros focus sur l'ergonomie, l'UX et en même temps à la française, parce qu'on sait faire des choses en France. Ouais. Parce que du coup, ça qu'on a presque pas précisé, mais est-ce que de base, celle-ci, c'est un logiciel de devis facturation en ligne? Absolument. Moi, je me rappelle que très vite, la brique CRM est rajoutée. Absolument. Parce que moi, alors, nous, on démarre en 2010-2011. Franchement, je pense que la brique CRM, elle arrive en début 2012, un truc comme ça. Ou fin 2011, peut-être. Exactement. En fait, le tout début de celle-ci, si on refait un tout petit peu l'histoire rapidement, c'est vraiment la volonté d'accompagner les entrepreneurs et les structures. Et ça vient de l'expérience d'Alain, qui était entrepreneur, qui, notamment dans son agence, avait développé un outil pour facturer, parce qu'il se rendait compte qu'en fait, faire des factures sur Word ou sur Excel, c'était quand même assez consommateur de temps. Et il s'est dit, en fait, je vais développer un outil. Et il s'est un peu inspiré de cette expérience-là. Entre-temps, il a fait une autre boîte. Mais quand il a terminé cette boîte, qui était du coup un site de rencontre, il est reparti. Ah oui, je me rappelle de cette histoire. Oui. Absolument. Il est reparti de cette idée pour créer vraiment un outil de facturation pour les entrepreneurs. Aux US, il commençait à y avoir des acteurs qui se lançaient. FreshBooks, c'était d'ailleurs un des acteurs qui l'avait inspiré à l'époque. C'est ça que c'est ouf de dire que c'est une époque où ça n'existait pas, où maintenant il y a... 2009. Ouais. Donc, c'est il y a longtemps quand même. Imagine, t'as pas... Enfin voilà, c'est Gmail, début de Gmail, t'as pas d'iPhone. Ouais. Donc c'est une autre... C'est vrai que c'est fou. Ouais. Tu vois, moi, j'achète mon premier iPhone en 2010, tu vois. Donc on est à une époque où il n'y a pas d'iPhone, quoi. Il n'y a pas tout ça, quoi. Ben non. Donc ouais, c'est toujours... Quand tu reviens à cette époque, tu te poses les questions un peu différemment. Mais voilà, donc on a démarré sur cet aspect devis facturation, qui était vraiment l'outil un peu... critique pour les entrepreneurs. Et puis, en fait, petit à petit, évidemment, l'outil s'est construit avec les feedbacks des clients. Donc, on a commencé à avoir 100, 200, 500, 1000, 1500 clients. Et donc, énormément de feedback. Maintenant, vous faites faire les factures. Maintenant, j'ai besoin de gérer les achats et les marges. Très bien, on va faire les achats et les marges. Maintenant, j'ai besoin de gérer mes ventes. On va vous créer le CRM. J'ai besoin de gérer ma banque. Donc, on va créer le rapprochement bancaire, etc. Donc, on a construit un outil comme ça au fur et à mesure. Et on est même
Et même aller à un moment presque trop loin dans la prise de feedback client en voulant faire un outil qui réponde à tout. On est même allé jusqu'aux gestion de points de vente, donc outils de caisse, gestion des locations, gestion de projet. Et ça que le côté là pour les SaaS, c'est toujours un peu le problème, c'est parce que le côté all-in-one, parfois c'est plus un défaut qu'une qualité, parce que du coup après les gens, en fait aujourd'hui ce qui est important, c'est d'avoir de la clarté dans son offre. Absolument. Tu vois, quand tu dis... tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu vois, on peut parler de tous les petits camarades que vous avez. Il y a les Penny Lane, les Conto, les Shine, les Abby, les Indie. Mais par exemple, si tu demandes à... Là, il y a 5 personnes là qui sont derrière. Ouais. Si tu vas les voir et que tu leur dis, pour toi, Penny Lane, c'est quoi en une phrase? Vas-y, c'est quoi? Toi, pour toi, c'est quoi? Et c'est quand même, des fois, c'est assez difficile. Et c'est là qu'en fait, on voit que tout le travail marketing qui sont faits par vos équipes et par les équipes de vos confrères, il est hyper important pour qu'il y ait de la clarté dans l'offre, parce que les gens, ils viennent de base pour une feature. Et après, tu peux essayer de les garder avec d'autres. Mais le côté marketing all-in-one, c'est compliqué. Et il est dur. Et en fait, ce sujet marketing et positionnement des offres, des acteurs dont tu as parlé, celle-ci, Conto, Penny Lane, etc., il se construit aussi dans un marché qui a vachement évolué. Et franchement, nous, on l'a vécu. Tu vois. Là, on se remet... quand je suis arrivé, donc 2015, il y a beaucoup moins d'acteurs sur le marché qui adressent le marché des PME. Il y en a très, très peu. Français, il n'y en a quasiment pas. C'est ce que en fait, je suis en train de me dire. Nous, à l'époque, moi, j'étais sur celle-ci, j'y suis du coup depuis toujours. Mais j'avoue que même si j'avais voulu changer, je me demande chez qui j'aurais pu aller, en fait. Non, mais en fait, à l'époque, il faut imaginer que tu as des acteurs qui sont issus du monde de la comptabilité. Dans les Français, tu as EBP, par exemple, tu as Cegid, voilà, tu as Sage, du coup, qui apporte aussi des outils, commence à apporter de plus en plus d'outils pour les entrepreneurs, mais ça vient de solutions qui sont on-premise. C'est des solutions comptables, ça. Oui, issues de la comptabilité et qui ont apporté des outils pour les entrepreneurs parce que ça faisait partie de la proposition de valeur petit à petit. Mais il n'y a pas d'acteurs SaaS. Mais c'est ouf, d'ailleurs, que ces gens-là qui étaient des mastodontes, qui sont toujours des mastodontes, ils n'aient pas réussi, quand même, ils n'aient pas eu l'agilité de tirer leur épingle du jeu et de devenir des acteurs majeurs sur ce... Alors, on appelle ça quoi? C'est sur le SMB, en fait. Donc, sur le SMB, c'est PME, Small Medium Business, donc les TPE, PME. TPE, PME, parce que c'est extrêmement difficile de quand tu viens de cet univers comptable, on-premise, corporate, quand tu as construit toute la valeur, quand tu as investi dans ton produit, à un moment, tu cherches la rentabilité absolue et l'agilité, tu l'as plus aussi. Donc, c'est... c'est l'histoire de l'innovation et de plein de boîtes qui, à un moment, se sont renouvelées comme ça. Donc, effectivement, ça a été difficile. Donc, toi, tu arrives du coup en 2015, tu prends ton poste en main. Si on essaie d'avoir un peu quand même une vision un peu chronologique pour pouvoir remonter le fil et après réagir sur tel ou tel événement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un peu les étapes? Si tu devais un peu séparer tout ça, je veux dire en 3 étapes, par exemple. Il y a eu... je dirais, il y a eu la première étape, c'est l'étape avant la série A, parce qu'en fait... Effectivement, quand je suis arrivé, on s'est dit, un des premiers constats qu'on a eu ensemble avec Alain et Frédéric, c'est de dire, on n'est pas prêt pour aller faire cette série A. Donc, on a passé 1 an et demi à repréparer tout, et la data, et l'histoire qu'on allait raconter. Et aussi, on était en pleine mutation aussi sur nos offres. Je me souviens à l'époque, on passait effectivement de cet univers très devis facture à une solution beaucoup plus complète par module, où on avait le module CRM, le module facture, le module gestion de projet, note de frais. C'est vrai que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à utiliser ce mot-là. Absolument. Et essayer de nous upsell de ouf par mail. Approche modulaire. Et donc, on était en pleine transformation. Et généralement, quand tu es en pleine transformation, c'est pas le bon moment d'aller voir les fonds, parce que les fonds ils disent très bien, c'est super, montrez-moi quand vous avez terminé votre transformation, et puis on verra si ça a marché ou pas. Ouais, bien sûr. Donc, on a passé 1 an et demi. Ça nous a amené jusqu'à début 2018, tu vois, même 2 ans. Début 2018, où là, effectivement... on a fait notre série A, on a levé 7 millions d'euros. Ouais, ça, je me rappelle plus ça. 7 millions d'euros, début 2018. En tout cas, c'était annoncé début 2018. On avait fait rentrer un fonds à l'époque qui s'appelle Sophie West, qui est un fonds français qui investissait effectivement sur des scale-up françaises. Ok. Ils ont qui, par exemple, dans leur... Phoenix, par exemple. Je ne me rappelle même pas qui c'est. Tu connais Phoenix, qui est une boîte qui fait tout ce qui est gestion d'invendus. J'avoue, je ne connais pas. Voilà, pour effectivement à la fois des boîtes de retail, mais également compte distrib. Ils avaient pas mal de marketplace et de SaaS aussi. À l'époque, ils avaient D-Aim, Ocus. Ok, ouais. Je connais. Voilà, donc
Donc Beaufond, 7 millions 2018. 7 millions. Serie A. Serie A, belle Serie A, absolument, tranquille. effectivement. Et là, on rentre dans une deuxième phase qui est vraiment une phase où ça y est, en fait, un peu ce qu'on s'était dit ensemble, la phase de structuration, la phase où on allait passer de... Alors à l'époque, on était peut-être 30-40 personnes, tu vois, au moment où on finalise la Serie A, peut-être quarantaine quand même. On a commencé un peu à anticiper, à faire les recrutements, un peu d'anticipation de la levée de fonds, parce qu'on était confort niveau cash aussi, et ça c'est toujours... Là, on est à quoi 3, 4 d'ARR. Ouais, exactement. Ouais, 3, 4 M. On doit être à 3,5, 4 d'ARR au moment où on fait la Serie A. On est confort en cash, c'est-à-dire qu'on lève au moment où on n'est pas à se dire il faut absolument qu'on lève pour raison de survie, et ça d'ailleurs, on l'a toujours fait comme ça. Et heureusement, c'est quand même une situation qui est bien plus confortable pour avoir des discussions. Ça nous permet d'anticiper un peu les recrutements, et là, l'idée c'est quoi ? Et c'est vraiment là où moi je commence un peu à me faire mes armes opérationnelles aussi, parce que j'avais passé 2 ans vraiment la tête dans les chiffres, beaucoup. Et là, l'idée c'est on veut se lancer à l'international. Hein, ça c'était un vrai sujet. Parce que là, en 2018, là, vous êtes encore très franco-français. Alors il y avait une tentative avant que j'arrive de lancement aux US. Et on s'était rendu compte qu'on n'avait pas du tout le cash pour subvenir aux besoins d'investissement aux US sur un marché où il y avait déjà des acteurs extrêmement concurrentiels. Enfin voilà, les US, c'était trop tôt. D'ailleurs, au final, ça ne fait pas du tout partie aujourd'hui de notre stratégie. Hein. On n'a pas du tout de velléité d'aller aux US. À l'époque, on avait fait une tentative, on avait mis un peu d'argent, et puis au bout d'1 an, on a dû fermer parce qu'on n'avait pas pour le coup, les ressources. Donc voilà. Donc là, on est effectivement, c'était en 2014, tu vois. En 2018, on lève 7 millions d'euros. L'idée, c'est de structurer vraiment un peu les équipes en France, se lancer sur un marché à l'international, et puis renforcer le produit, qui était vraiment un gros sujet pour nous parce qu'on a un backlog de demandes de nos clients qui commence vite à être... peut-être qu'on doit avoir peut-être 4000 clients déjà, tu vois. Ouais, donc ça commence à être pas mal, quoi. Et puis, un SaaS très horizontal. Donc, on a quasiment tous les secteurs d'activité avec des demandes. Et donc, là, il faut qu'on commence à prioriser, qu'on structure un peu l'équipe produit pour faire des choix. Et puis, qu'on ait derrière aussi les équipes tech pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc, ça, on est 2018. Tout se passe très bien, sauf le lancement à l'international. Donc, pour le coup, sur la France... On a une vraie trajectoire de croissance. Tu vois, on a dû faire entre 2018 et 2020, on a dû faire x2, hein, quasiment. Ouais, c'est que, en fait, moi, j'ai toujours connu celle-ci avec avec un gros développement, une grosse croissance. Ça, je crois que quand même, ça vient un peu un peu de l'ADN d'Alain, qui est quand même qui est un gros développeur. Limite, je trouve moi-même qu'il fait partie un peu des premiers hackers, quoi. C'est-à-dire que c'était le premier que j'entendais, je lisais, tu sais, c'est l'époque où, tu sais, il y avait les groupes Facebook, tu sais, French Startup, je sais qu'Alain, il scrapait tout ça, etc. Vous étiez le premier, en fait, à qui on recevait beaucoup de mails, tout ça et tout, mais encore une fois, c'était quand même assez bien fait. Donc, en fait, moi, tu vois, Alain, je dirais que c'est le premier gros hacker que j'ai connu, en fait, un peu, tu vois. Ouais, en tout cas, moi, il m'a vachement appris sur ces sujets-là. Et effectivement, je pense que ça faisait partie de la culture de la boîte, tout en ayant toujours une approche très inbound, quoi. Tu vois, c'était vraiment toujours l'approche de dire comment on fait en sorte de générer de la demande entrante chez celle-ci. Tu vois, ça n'a jamais été la culture de celle-ci que de prendre le téléphone et de faire de la outbound. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on a testé à un moment dans l'histoire. Mais c'est pas quelque chose qu'on a... Même aujourd'hui, tes sales, ils prennent que des demandes de démo ou quoi. Ouais. Mais c'est pas vous qui faites le call, c'est quelque chose que... On a testé. Vous avez testé, mais ça marche pas. On a testé, ça marche, mais c'est difficilement rentable. Ok. Pourquoi ? Parce que quand tu es une boîte que tu cibles énormément de secteurs d'activité, on est très horizontal, je te le disais. Puis vous, il y a des questions de momentum, on change pas de crèmerie comme ça, quoi. Exactement, il y a une question de momentum et il y a des questions de panier moyen. Nous, notre panier moyen, on est à entre 1500 et 2000 euros par an. Et donc, si tu veux, pour trouver à la fois tomber au bon moment sur le bon client qui va te payer suffisamment cher, c'est quand même compliqué d'être rentable. On le voit d'ailleurs, soit les boîtes qui font bien de la haute vente, c'est soit des boîtes qui ont un gros panier moyen. À partir de 5-6 000 euros d'ARR, ça commence à être déjà plus intéressant. Soit des boîtes qui sont extrêmement verticalisées. Quand tu es très verticalisé, tu connais ton ICP ou tes 2 ICP parfaitement. Ton ICP, c'est ton client cible. Ton client cible, exactement, ton client idéal. Et que tu vas aller cibler. Si toi, tu vends aux restaurateurs, c'est parfait. T'appelles les restos, les restaurants. Quoi. Tu vends aux hôtels, t'appelles les hôtels. Nous,
on vend à tout le monde. Bref. Et donc là, c'est plus difficile parce que du coup, écrémer l'annuaire, ça prend beaucoup de temps et tu as intérêt à avoir un taux de succès qui est élevé. Alors après, évidemment, tu as des choses pour essayer de tomber au bon moment. Voilà. Mais on a testé, ça a marché, mais on a vite arrêté. Ouais, c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Donc voilà. Par contre, donc, du coup, sur cette période-là, ce qui a été un peu plus, vraiment pour le coup, les grands succès, ça a été, je dis, passé, on a dû faire x2 en 3 ans à peu près, 3 ans et demi. Par contre, lancement international au UK à l'époque, on se lance au Royaume-Uni début 2018. Plus marché ultra difficile marché pour des boîtes ultra françaises. difficile. Là, pour le coup, avec le recul, après, ça fait partie de cet apprentissage de la vie. Hein. On y est allé un peu, je pense... Pour jouer à la carte de la vélocité, en se disant il faut qu'on tienne le rythme. On va aller. Celle-ci est en anglais. Le Royaume-Uni, c'est pas loin. Ouais. On va se lancer au Royaume-Uni. On avait des équipes en local. C'est-à-dire que vous avez pris des bureaux, vous avez recruté. On n'avait pas des équipes. Je suis une bêtise. On n'avait pas d'équipe en local. On avait des équipes. On avait des locaux. Pour le coup, on avait travaillé avec des Anglais qu'on avait recrutés à La Rochelle à l'époque. Donc, on avait créé une petite équipe de vente UK. Mais très vite, pareil, on s'est rendu compte que en fait, la localisation de produits, elle était extrêmement importante parce que les sujets de facturation, c'est extrêmement localisé, quoi. Ouais. La facturation et la gestion des TVA, la gestion des impôts, des taxes, tout est extrêmement localisé, sans parler de tout l'écosystème que tu as autour, les connecteurs avec des partenaires, les connecteurs avec d'autres outils. Bref, tout ça, ça te demande un niveau d'investissement. Et à un moment, on s'est dit, ok... On débranche. On a débranché suffisamment vite. On a dû passer 1 an et demi quand même sur le UK. Donc ça a été le gros learning, je dirais, de cette époque-là. C'est que le lancement pour nous en organique sur un nouveau pays, avec la facturation, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et donc, pour nous, je dirais que la période vraiment qui a été un gros changement pour nous, c'était le Covid. Donc là, on est vraiment... Donc là, on fait un petit bond, on est en 2020. Un petit bond, on est en 2020. Sur la France, on continue de faire une belle croissance. Je te dis, tu vois, on fait x2 à peu près en 3 ans et demi. Et le Covid, en fait, il se passe 2 phases. Une phase très rapide que je pense à peu près toutes les boîtes ont connue, c'est-à-dire la panique. Qui a duré genre un peu moins d'une semaine. Je dirais 1 mois, nous. Tu vois, non, nous, on a paniqué une semaine. Ouais. Franchement, tous les jours, on disait plan A, plan B, plan C, plan D, plan F, tu vois, on savait pas trop, mais pendant une semaine, on savait pas trop, quoi. Nous, ça a duré à peu près 1 mois, on était prêts. Mais par contre, ce qu'on a vu très vite, c'est une accélération assez forte dès le mois d'avril-mai, en fait. Dès le mois d'avril-mai, parce que beaucoup de gens ont monté leur boîte à ce moment-là. Beaucoup de boîtes créées. Et puis nous, notre proposition de valeur, c'était la digitalisation des PME. Ouais. C'était la gestion des ventes et de la facturation pour les PME. Et donc, notre proposition de valeur, elle rentre pleinement dans les enjeux de ces boîtes-là. Le télétravail, le travail à distance, la vente à distance, la collaboration dans ce contexte-là. Et donc là, pour nous, c'est vraiment une opportunité de dingue. Donc on voit l'accélération assez forte. Qu'est-ce qu'on voit en parallèle de ça? C'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de fonds qui commencent à s'intéresser au marché des logiciels qui adressent les PME, ce qui était pour le coup bien moins le cas avant. Sur la série A, ça avait été plus difficile. Et là, on se rend compte qu'il y a un intérêt. Et c'est le moment d'accélérer. On en est assez convaincus. En plus de ça, on se dit quoi? On se dit... On a testé l'international en organique, c'est compliqué pour toutes les raisons que je t'ai expliquées avant. Et on avait quand même cette conviction qu'il y avait une nécessité aussi de se consolider un peu à l'échelle française pour apporter aussi, pour répondre aux besoins de nos clients, donc de racheter des boîtes qui pouvaient apporter de la valeur aussi à nos clients, et aussi de se dire qu'en fait, on pouvait trouver des partenaires en rachetant une boîte à l'étranger qui nous permettrait justement de garder cette crédibilité de la marque locale, garder aussi la localisation d'un produit, notamment sur les sujets facturation, et d'être un tremplin derrière. Ouais, et pas se casser les dents sur le lancement, quoi. Exactement. Parce que lancer un pays, c'est des millions d'euros et des millions d'euros. Exactement, quoi. C'est supérieur. Donc on avait vraiment, on avait identifié ces opportunités-là, à la fois en termes d'accélération sur le marché français et en Europe de manière générale, et puis cette opportunité de marché en acquisition. Et donc c'est le moment... Là, on réfléchit à ça pendant à peu près 6 mois, 1 an. Et début 2021, on se dit... on part en roadshow série B, quoi. On part en roadshow série B. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on fait notre série B. On doit partir en roadshow au milieu d'année. Fin 2021, on fait rentrer... du coup, un nouveau fonds chez nous, qui d'ailleurs, du coup, fait sortir tous les anciens, qui est PSG Equity. Qui est, donc PSG, rien à voir avec
ce club créé de toutes pièces depuis une quinzaine d'années. Rien à voir, absolument. PSG Equity, qui est un fonds américain, mais avec des Très connu. équipes qui est arrivé en Europe quand même assez récemment, parce qu'effectivement, ils sont aux États-Unis depuis longtemps. Ils ont mais investi, avec des gros souliers, quoi. Ils sont. Ouais, avec des gros souliers et qui investissent que dans du SaaS B2B. Donc pour le coup, on est en plein dans notre secteur. Et ils mettent pas des petits tickets. Et ils mettent en tout cas des tickets à partir de plusieurs dizaines de millions d'euros, avec cette vraie volonté d'accompagner les boîtes sur leur stratégie de croissance organique. Ça fait partie aussi de moi, mais aussi et surtout sur la stratégie de croissance externe. Et pour le coup, ils ont une vraie expertise sur ce sujet, une vraie machine de guerre. C'est hyper intéressant. Donc juste pour expliquer aux gens, donc la croissance externe, c'est faire du M&A. Donc c'est-à-dire en fait, c'est racheter d'autres boîtes. Voilà. Pour consolider le marché. Nous, il y avait quoi dans nos stratégies de croissance externe? Il y avait 2 pans. Le premier, c'était de rajouter des briques fonctionnelles que nos clients nous demandaient, où on se disait, on ne va pas continuer à développer indéfiniment le produit de manière horizontale. Exemple, j'utilise celle-ci pour le devis, la facturation, le CRM. Ouais. Je voudrais aussi utiliser celle-ci, puisque j'ai mes factures dedans, pour faire du rapprochement de bancaire. Donc là, est-ce que vous développez de A à Z, ce qui est très difficile, une brique de rapprochement bancaire, ou est-ce que vous rachetez une boîte qui fait du rapprochement bancaire? Exactement. J'utilise cet exemple, pas de manière anonyme, parce que je crois que c'est l'un de vos premiers achats ou votre premier achat. Ouais, gestion de trésorerie. On faisait déjà le rapprochement bancaire dans celle-ci, mais la gestion et la prévision de j'avoue trésorerie. pour un rapprochement bancaire, gestion de trésorerie, c'est pas le même outil? Pour le rapprochement bancaire, c'est le rapprochement entre des écritures de banque et des écritures de comptabilité. Parce que comment il s'appelle la boîte là? Il était hyper cool ce mec là, je l'avais vu à la Villa Maria. Rocketchart. Rocketchart, qui est la boîte qu'on a rachetée, absolument. Donc effectivement, c'est exactement cette réflexion-là, sachant que dans le passé, on avait fait l'erreur de vouloir développer un maximum d'outils, je te disais, pour étendre la proposition de valeur un peu à l'infini, et qu'on avait fait un choix assez drastique, vraiment de couper des branches. Donc on s'était dit, ok, le produit gestion de location, on arrête. Gestion point de vente, on arrête. Gestion des notes de frais, on arrête. Donc on avait vraiment arrêté des produits. On maintient le produit en place, quoi. Même pas. On arrête. Ouais, il y a vraiment des produits qu'on a complètement arrêtés. Même vous les avez coupés aussi. On a coupé auprès des clients. On faisait on avait fait un outil aussi de site internet. Pareil, on a coupé. Enfin, voilà. Vous aviez loin. Ouais, parce qu'à un moment, ça te coûte aussi. Ça te coûte aussi de garder tous ces outils en maintenance. Et qu'à un moment, tu veux mettre tes efforts en tech et tes efforts en support aussi, là où tu crées de la valeur. Et donc, voilà, on avait aussi cette expérience-là. Et donc, le sujet acquisition, pour nous, c'était une évidence. Et donc, effectivement, on fait rentrer PSG au capital fin 2021. Combien vous levez déjà? On lève 55 millions d'euros. Donc, ce qui est assez balèze. Voilà, Plus, il vous donne une enveloppe. Absolument. Donc, il y a un mélange de rachat des fonds historiques, il y a un mélange d'investissement chez celle-ci. Et puis, il y a aussi cette volonté de nous accompagner dans l'investissement en croissance externe. Pour expliquer aux gens comment techniquement ça se passe, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand on dit il vous donne une enveloppe, c'est-à-dire que demain, si vous voulez racheter une boîte, ils font levier auprès de la banque, quoi. Avec du coup une grosse, c'est de l'avance en compte courant. Comment techniquement ça se passe? Alors techniquement, il y a, on va dire, 2 options, même 3 options. La première, c'est on avait du cash en banque, ils nous ont donné un peu du cash qui était pour de la croissance organique, mais sur des petites acquisitions, on a pu le financer sur notre cash. Tu vois, donc là, tu fais appel. Vraiment, pour le coup, c'est assez facile. Juste, tu prends sur ton compte en banque pour racheter 100% des actions de la boîte que tu rachètes. Tu fais un virement avec ton iPhone, voilà. Exactement. Un petit peu plus compliqué que ça d'un point de vue juridique, mais en tout cas, effectivement, tu rachètes 100% des actions de la boîte avec ton compte en banque. La deuxième option, c'est que tu fais une augmentation de capital complémentaire pour financer justement ce rachat. Donc là, on a fait ça aussi dans certaines acquisitions. Donc là, c'est effectivement PSG qui a fait une augmentation de capital complémentaire pour financer les acquisitions. Okay. La troisième option, c'est de faire de la dette ou de faire un mix d'augmentation de capital et de dette. Donc là, effectivement, tu vas voir la banque et tu leur dis, voilà, nous, on va racheter cette boîte-là, on le finance, on veut le financer avec tel pourcentage en equity sur fonds propres, mais on aimerait aussi mettre du levier et donc avoir la banque parce qu'on a cette capacité à rembourser l'emprunt, c'est ça qu'ils vont regarder évidemment, sur les prochaines années. Et donc, du coup, quand vous faites cette levée avec PSG, donc, du coup, pour vraiment accélérer de manière drastique, avec une grosse stratégie de croissance externe, dans le deal, c'est noté noir sur blanc, et Victor devient le CEO de la boîte, parce que nous, on va avec Alain, et du coup, je ne me rappelle plus comment il s'appelle son associé. Frédéric, ouais. Nous, on va se mettre en retrait. Alors, est-ce que c'est déjà dealé, dit? Oui, alors c'était déjà même dealé déjà un peu avant, parce qu'effectivement, moi j'avais... Donc on avait...
moi j'avais pris donc, un rôle qui était d'abord de CEO, donc CFO les premières années, COO, je dirais les 3 années qu'on suivi. Et puis après, j'ai pris un rôle avec Alain, 1 an à peu près avant l'arrivée de PSG. On était un rôle de co-CEO. Ah, mais c'est vrai, c'est le moment où je t'ai connu, moi. Exactement. 2021. Ouais, c'est ça. Là, t'es co-CEO, je crois, à ce moment-là. C'était fin 2020, début 2021, je crois qu'on a acté ça. Et effectivement, on a... Et ce rôle de co-CEO, c'était déjà, entre Alain et moi, une forme de deal qu'on avait entre nous. On disait, c'est une forme de transition. Mais je crois que tout le monde fait ça. Hein. Parce que tu vois, moi, j'avais reçu du coup Alban, CEO de YouSign, qui en fait a suivi exactement le même processus que toi là-dessus. Rentrer en tant que... pareil, encore une fois, presque une création de poste pour une place de CEO, /DG, ce que tu veux. Mais avec un peu un deal tacite. Alors lui, ça a été plus court que toi, parce que ça fait quand même 8 ans que tu es là. Hein, t'as pas été recruté de base pour devenir le CEO. Non. Je pense que, comme tu disais, Alain, il l'avait dans un coin de sa tête, puisqu'il l'avait dit de manière un peu prescriptive, non, c'est pas le bon mot, prédictive, pardon. Mais là, du coup, voilà. Donc là, ça se passe comme ça, co-CEO, en mode transition, quoi. Exactement. Et au moment où PSG rentre, on est encore co-CEO avec Alain, mais effectivement, le sujet est sur la table de qui sera le CEO à la fin. Et je pense il me semble qu'assez vite, on est transparent avec le fond. Et d'ailleurs, il y avait un côté, je pense, extrêmement rassurant, ce côté transition. C'est-à-dire qu'effectivement, Alain était encore présent à mes côtés. Donc Alain qui portait pour le coup les 15 ans, enfin à l'époque pas 15 ans, mais 12-13 ans d'une boîte. Ouais. Et moi qui étais arrivé plus récemment. Et donc ça s'est fait assez naturellement en fait quand le fond est arrivé. Ils sont complètement sortis, Alain et Frédéric, ou ils sont encore actionnaires? Alors ils sont encore tous les deux actionnaires et Alain est même encore au board. Okay. Donc pour le coup, il suit de très près et il est assez impliqué avec moi sur les sujets d'acquisition. Parce que pour le coup... Alain, déjà, il aime beaucoup ça. Et il parle avec à peu près énormément de boîtes sur le marché. Il adore rencontrer beaucoup des nouveaux SaaS, des nouveaux fondateurs. Donc, ça le passionne. Et là-dessus, on travaille pas mal en binôme. Ok, donc en fait, il est quand même encore hands-on, quoi. Il est encore... il est pas sur une plage en train de bronzer, quoi. Non, mais tu vois, je l'ai eu au téléphone il y a 2 heures. Tu vois. Donc, on se parle encore très régulièrement. Et pour le coup, moi, je suis très heureux de l'avoir à mes côtés. C'est aussi des moments... tu vois, d'être... parce que c'est vrai que du coup, moi, j'ai pas d'associé, tu vois. J'ai pas ce côté où aujourd'hui, j'ai un binôme, vraiment, et c'est toujours bien d'avoir des gens sur lesquels tu peux aussi partager et échanger. Donc, et Alain est très présent pour moi là-dessus. All right. Donc, du coup, vous faites cette levée. C'est le moment d'ailleurs aussi où vous splittez. C'est le moment où il y a l'arrivée d'une partie de l'équipe, et notamment de toi, à Bordeaux. C'est le moment où on se rencontre. Absolument, effectivement, on a dû ouvrir notre bureau à Bordeaux quelques mois avant. Moi, j'étais déjà à Bordeaux physiquement, mais j'étais un des seuls. On devait être 2-3 en fait de l'équipe celle-ci à Bordeaux. Mais on a ouvert un bureau à Bordeaux à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que justement, en prévision de cette série B, où on avait, je le savais, un gros plan d'accélération sur le recrutement des équipes. On était à La Rochelle, effectivement, on avait réussi à scaler jusqu'à 80 personnes. Là, l'objectif, c'était de doubler en à peu près 12 à 18 mois, passer à 200 personnes. Et effectivement, je pressentais que ça serait difficile en n'ayant que La Rochelle. Qu'il te fallait une autre ville un peu plus attractive en termes de... pour la partie RH et recrutement de talent. Exactement. Quoi. Et moi, j'étais contre l'idée d'ouvrir un bureau à Paris. Ça veut dire, ça m'a été souvent reproché d'ailleurs par des fonds ou des actionnaires que j'ai pu avoir. Mais pourquoi tu n'ouvres pas un bureau à Paris ? Moi, j'étais assez convaincu que la culture de celle-ci, c'était justement de ne pas être à Paris. Et c'était d'ailleurs, ça faisait partie de l'ADN qui m'avait donné envie de rejoindre ce projet aussi. C'est ça qu'en plus, même quand tu regardes Alain, je crois qu'il est passionné de bateau, de voile ou quoi. Toi qui es un passionné de surf, etc. On sent que vous avez... ça sent le sel et l'iode quoi, quand on vous voit, quoi. Ouais, c'est vrai que même si Bordeaux, c'est pas à côté de la mer, c'est reste sud-ouest. 3 quarts d'heure de bagnole. Exactement. Non, mais voilà, et donc, c'est vrai qu'on voulait garder cet ADN-là et que c'était aussi important pour se différencier. Alors maintenant, c'est plus différenciant d'être en province, mais à l'époque, c'était ultra différenciant pour celle-ci d'être à La Rochelle. C'était incroyable. Enfin, il y avait un petit côté rebelle. Maintenant, c'est devenu sexy, mais avant, il y avait un petit côté rebelle. C'était même un peu risqué. Il y avait un côté un peu kamikaze d'ouvrir une start-up en province. T'as pas de financement, les fonds viennent pas te voir, les fonds qui voulaient pas investir. Donc, c'est quand même complètement notre époque. Donc voilà, donc on fait ce deal-là, on ouvre Bordeaux, on recrute effectivement sur 12 à 18 mois, on double la taille des effectifs. On rachète une première boîte très vite, Rocketchart, dont tu as parlé, donc solution de gestion et de prévision de trésorerie pour les PME. C'est notre première expérience sur une acquisition, c'est tout nouveau pour nous.
Donc là, vous découvrez, vous écrivez le playbook en le faisant, quoi. On découvre ce monde-là parce qu'en fait, nous, on avait hyper envie de faire ça parce qu'on y croyait fort d'un point de vue stratégique. On avait aussi envie, je pense, en termes d'histoire d'entrepreneur aussi, de dire ok, ça c'est un truc qui nous plaît. Par contre, on ne savait pas faire. Et c'est vrai que d'avoir un fonds qui sait faire, c'était hyper rassurant pour nous. Un fonds qui... alors, il se trouve que Rocketchart, c'est pas eux qui l'avaient sourcé, c'est nous qui l'avions sourcé avant de faire rentrer le fonds. Mais sinon, effectivement, toutes les boîtes à qui on a parlé, elles ont été... sourcé en grande partie par PSG. Parce que déjà, il faut aller parler. Après, il faut trouver c'est eux qui vous remplissent le panier de leads et après, c'est à toi d'aller activer, rencontrer. Exactement. Là, pour le coup, on est vraiment sur une approche commerciale pure et dure. Avec, ils ont un méga CRM de target. Non, parce qu'en fait, tu vas avoir des gens qui, de base, ne sont pas vendeurs et toi, tu dois aller les voir pour... pas leur dire est-ce que tu es à vendre, mais en gros, discutons et puis à un moment donné, on essaie de renifler le cul un peu. Non, enfin de créer l'envie aussi. Et de créer aussi une relation aussi. Effectivement, et je pense qu'en fait, la problématique, c'est que dans des boîtes qui peuvent être plus ou moins concurrentes, en tout cas qui opèrent sur le même marché, et nous, c'était essentiel de racheter des boîtes qui opèrent sur le même marché, qui adressent les TPE, les PME en France, en Europe de manière générale. De base, vous vous concentrez sur le M&A franco-français? De base, on se concentre sur étendre le produit en France et lancer un nouveau marché en Europe. Donc on avait vraiment cette double casquette. On voulait ajouter des briques pour vendre à nos clients en France et on voulait enfin réussir un lancement international qui était extrêmement important pour nous parce que le play de celle-ci en France, on y croyait beaucoup en Europe de manière générale. Et donc, première boîte Rocketchart, petite boîte, 3 fondateurs, donc ça nous permet de mettre un peu le pied à l'étrier. Ça se passe super bien, hyper vite. On intègre Rocketchart à celle-ci. Vous avez cuté la marque ou vous l'avez gardée? On a fini par enlever la marque. Ouais, parce que je suis d'accord, je la vois plus, mais parce que je l'ai vu longtemps. Ouais, on l'a gardée pendant toute une phase de transition aussi. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, les premiers clients de ex-Rocketchart, c'est des clients celle-ci qui ajoutent la brique fonctionnelle. Donc pour nous, il y avait vraiment du sens à un moment à avoir une expérience qui soit pleinement intégrée. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment le module de gestion de trésorerie de celle-ci. Et en fait, quand on rachète la boîte début 2022, il y a 100 clients et on a fait x7. Quand vous les rachetez, il n'y a que 100 clients? Ouais, 100 clients, ils sont 3. Donc ça, c'est une boîte qui ne coûte pas très cher? Qui coûte pas très cher. On est dans le monde du SaaS quand même, il y a des attentes, mais en tout cas, oui, ça reste. Parce que je suppose que du coup, le montant, il est confidentiel. Ouais, donc pour le coup, on garde tous les montants des acquisitions confidentielles. Mais voilà, donc c'est un investissement qu'on arrive à financer nous-mêmes. Et effectivement, sur lequel on arrive, avec les fondateurs qui restent à nos côtés, à créer de la valeur et je dis à multiplier le parc client par 7, grande partie parce qu'on vend sur la base client celle-ci. Et c'est comme ça qu'on arrive à générer de la valeur en faisant du cross-sell sur notre base et on crée beaucoup de synergie là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un vrai succès. Là, ça vous permet de dire, OK, le fait de racheter des nouveaux modules, plutôt que, comme tu disais tout à l'heure, de les développer nous-mêmes et après de les faire mourir parce que ça marche pas, du coup, c'est quand même le meilleur bail, quoi. Ça marche. Il faut absolument que ton intégration soit complète et qu'elle apporte de la valeur à tes clients. En fait, l'idée, c'est qu'il faut que tu puisses raconter pourquoi tu vas pas prendre juste 2 solutions de manière séparée. Parce que ton client il va dire, mais attendez, pourquoi moi je prendrais la solution de CRM de celle-ci, la solution de facturation de celle-ci, puis aussi celle de gestion de trésorerie. Je peux prendre le meilleur CRM, je peux prendre la meilleure facturation que je connais, parce que moi, le CRM, je connais Salesforce, la facturation, je connais Sage, et puis la gestion de trésorerie, je connais par exemple Agicap. La valeur qu'on va apporter chez celle-ci, c'est justement l'intégration de ces briques-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir une seule expérience complètement intégrée avec ta data qui va complètement, du coup, transiter entre tous tes modules et que tu vas enlever les silos dans la boîte. Parce qu'en fait, ton persona sales, ton persona administratif, ils vont travailler ensemble dans la même solution. Ouais, parce que sinon, en fait, tu es obligé de te créer des petites usines à gaz. Alors, soit avec les API ou autre, ou en no-code ou quoi. Enfin, c'est vrai que ça peut vite être le bordel. Et là, on en parlait tout à l'heure, le côté all-in-one. En fait, c'est marketingment parlant que j'aime pas le mot all-in-one. Mais par contre, dans les faits, quand tu es bien marié avec un outil et que tu as vraiment le besoin de toutes les briques, donc vous, on va utiliser votre sémantique qui sont les modules, là, ça fait tout son sens en fait. Il y a une vraie valeur, effectivement, pour le client. Et c'est pour le coup ce côté d'avoir un seul interlocuteur, une seule solution et une seule expérience. C'est-à-dire, je mets tous mes commerciaux et en même temps mon équipe financière sur une même plateforme.
voilà, ça a une vraie valeur. Et c'est à peu près cette même valeur-là qu'on crée aussi sur la partie gestion de trésorerie. En disant, écoutez, voilà, vous allez pouvoir mettre celui qui gère la gestion de trésorerie sur Excel, voilà, également dans l'expérience celle-ci. Ok. Donc on a fait ça avec Rocketchart, qui est devenu notre module trésorerie. On fait ça 1 an après avec le marketing automation, gestion d'envoi de campagne email. Pareil, qui était un sujet qu'on avait identifié chez nous. On a effectivement... Et là, vous rachetez qui, hein? On a racheté une boîte qui s'appelle Sendethic, Ok. qui est une solution française, experte sur les sujets de campagne email et de campagne SMS, Et qui faisait quelle taille, là, à ce moment-là? et qui faisait à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ah oui, donc lourd. Donc Enfin, déjà, pas mal, effectivement, quand même. ouais, effectivement, Là, pas dans mal. le milieu du SaaS, ouais, on n'est pas sur un SaaS à 4,50 balles, là. Non, ouais, voilà, on est- donc là, effectivement, on commence un petit peu à être sur une boîte un peu plus grosse qui adressait pour le coup des boîtes un peu plus grosses que nous, mais qui avait un outil qui était extrêmement puissant sur ces sujets-là. Et nous, c'était un sujet sur lequel on avait galéré depuis des années. On avait créé une petite brique de marketing, envoi campagne email dans celle-ci. Forcément, on est un CRM, c'est un sujet qu'on nous Mais demandait. bah ouais, pour que les gens comprennent, parce qu'en fait, demain, t'es client de celle-ci. Donc, tu fais tes devis, tes facturations, tu fais ton CRM, c'est-à-dire que tu as toute ta base client, Absolument. leur nom, leur prénom, leur email, notamment. Mais ouais, C'est exact. ça qu'à un moment donné, Et leur numéro de et téléphone pour et les tu vas SMS. pouvoir les taguer, donc tu vas pouvoir les mettre dans des segments, briques- dans des tu les mets dans segments. des segments. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est dommage de ne pas pouvoir se dire, je vais appuyer sur un bouton et je vais pouvoir envoyer le même message à tous mes clients restaurants qui n'ont pas commandé depuis 6 mois, par exemple. tu vois. Exactement, on a envoyé, ça peut être une newsletter, ça peut être une offre promotionnelle, ça peut être une invitation à un événement. Voilà, donc on avait ces fonctionnalités-là dans celle-ci, mais on galérait sur un sujet qui était, c'est vraiment le nerf de la guerre dans ce milieu-là, c'est la délivrabilité, quoi. Ouais. Donc, Pareil, tu peux définir ce que Ouais, la mais- délivrabilité, c'est en fait c'est le fait que tu envoies le mail, c'est bien beau, mais ton mail il arrive dans la boîte mail, il il faut arrive qu'il pas en arrive indésirable. dans la boîte mail. En fait, ça, c'est vraiment l'enjeu. Et aujourd'hui, tous les fournisseurs d'accès mail, que ce soit Gmail, que ce soit Microsoft, tous les autres, ont mis des sécurités, et c'est normal, Oui. pour empêcher Pour les spammers. éviter le spam. Et exactement, pour Parce que éviter nous, on les est spams. des gros enculés de spammers, on adore ça. Et donc, comme il y en a beaucoup des gens comme nous, bah forcément, ils ont dû mettre des choses en place. Donc, en fait, là, c'est quoi? Vous avez dû, là, ce qui est le plus dur, moi, j'en avais parlé avec Guillaume Moubèche de Ouais. Lemlist, c'est quoi? C'est les trucs de warm, donc comment on appelle ça? Ouais, tu fais le warm-up de ça. Le warm-up, ouais, en fait, tout simplement. Ouais. Alors effectivement, alors après, pour le coup, Guillaume et Lemlist, ils font du sales automation. C'est un peu différent du marketing parce que le sales automation t'envoie avec ta propre adresse. Souvent, Ouais, c'est-à-dire ok. que t'envoies toi à ton adresse et tu vas envoyer. Parce que vous, on envoie avec qui, du coup? Ah bah pour le coup, là, on t'envoie avec des IP dédiés. C'est là pour le coup sur le marketing, Ok. t'envoies avec des IP dédiés parce que t'envoies en masse. Donc c'est un petit peu différent dans l'approche. Ok. Mais les problématiques sont assez similaires, néanmoins. Le Ok. sujet de durabilité est le même. Et c'est effectivement assez technique, c'est d'avoir, de connaître les règles des fournisseurs d'accès. C'est qu'est-ce qui fait que tu arrives dans la boîte mail, qu'est-ce qui fait que tu arrives dans les spams. Et ça, effectivement, en fait, il n'y a pas de magie. C'est qu'il faut que tu éduques les gens, mais pour les éduquer, il faut que tu mettes des règles dans ton produit aussi pour faire en sorte qu'ils puissent respecter ces règles-là. Ouais. Et puis après, il y a les sujets techniques. Et là, effectivement, c'est d'avoir les bons IP avec des bonnes réputations et d'avoir effectivement les bonnes technos pour s'assurer que tout arrive. Voilà. Et c'est pas magique. Néanmoins, Donc, vous les rachetez, vous les on les intégrez. rachète, on les intègre. Pareil, même histoire. deuxième intégration qui se passe bien. Même histoire, on les intègre en 6 mois à peu près. On crée cette brique, pareil. Voilà, on a gardé la marque en standalone, mais par contre, pour nos clients, c'est celle-ci marketing, donc, qui est dispo depuis le mois d'octobre. Ok. Et là, effectivement, depuis le mois d'octobre, on commence effectivement à vendre cette brique-là à nos clients et ça marche super bien, on est hyper content. Ok. Donc là, effectivement, c'est deux bons exemples de ce que effectivement on voulait faire en M&A et qui se passe extrêmement bien aujourd'hui. Et donc, du coup, 2 M&A 100% franco-français. Ouais, exactement. Parce que moi, je crois savoir que souvent, des fois, tu peux pas venir au Poney Club parce que tu es dans l'avion, parce que machin et tout. Donc, je me dis que c'est parce que du coup, tu essayes d'acheter des boîtes à l'étranger. Comment ça se passe, ça? On a racheté. Ah, bon, voilà, c'est là que je voulais t'amener. On a réussi notre lancement international. On s'est lancé en Espagne. Ah, c'est ça, moi, j'avais l'Espagne en tête. Absolument, ouais. Donc je suis souvent à T'étais Barcelone. beaucoup en Espagne à un moment donné. Hein. Ouais. Je me suis dit, alors, soit il aime beaucoup l'Espagne, soit il se passe des choses, quoi. Non, c'est très sympa Barcelone, Ouais. mais Bordeaux aussi j'aime beaucoup. Ouais. C'est très bien. Donc non, on a racheté là en novembre 22, donc ça fait à peu près Ah un oui, an et donc, demi. ok, donc ça, je vais louper ça. Ouais, ok. ça fait 1 an et demi qu'on a racheté un acteur en Espagne qui s'appelle Kipu. Alors ça se prononce très très bien en espagnol, ça se prononce un peu moins bien en Ouais, français. pas ouf. Donc effectivement, on s'est fait pas mal charrier quand on a annoncé l'acquisition sur LinkedIn. Mais voilà, qui est une boîte qui fait
un outil de devis, facturation, pré-comptabilité pour les TPE en Espagne. Pas donc, plus pour loin. le coup, voilà, donc il fait vraiment... Mais c'est une bonne porte d'entrée en fait. Exactement. C'est ce que vous avez fait en France il y a 15 ans. Exactement. En vrai, c'est la meilleure porte d'entrée parce que voilà. c'est le truc qui est le moins frictionnel pour se lancer, tu vois. Et qui est le plus dur à localiser. Mais ce que changer de CRM, ouah, comme tu disais tout à l'heure, tu changes pas de crèmerie en 2 secondes. Changer d'outil de devis facturation, bon, tu pourrais presque plus te laisser tenter si tu dois monter un peu en gamme ou quoi. Tu vois. Et puis surtout, c'est la partie la plus difficile à localiser d'un pays à un autre. Donc en fait, si on avait dû localiser la partie facturation de celle-ci, c'est là-dessus qu'on s'est planté au UK. Ouais. C'est très compliqué. Donc là, on rachète cette solution-là. Il y a déjà 10 000 clients en Espagne. Il y a une marque. Il y a une crédibilité. 10 000 clients, c'est lourd. Ouais, Putain, alors, ça faisait combien de chiffre d'affaires? alors c'est plus petit que celle-ci. Ça fait 2 millions de chiffre d'affaires, mais parce qu'il y a beaucoup de petits clients. 2 millions avec 10 000 clients? Ouais. Ah, donc on est sur un tout petit panier moyen. Petit panier moyen, ouais. Okay. Beaucoup plus petit. Beaucoup de freelance, beaucoup de petites TPE. Donc on est sur une cible. Alors il y a aussi des PME plus structurées, mais en volume, on a beaucoup de très petits clients. C'est-à-dire que tu as des clients à 150 € l'année, quoi. Ouais, okay. Exactement. On a des clients à 10 € par mois. Ou 15 ouais, mais €. au moins ils sont chez toi et après Absolument. tu vas pouvoir les cross-sell ou les upsell avec d'autres choses. Et puis, solution qui vend en direct et qui vend aussi via les experts comptables en Espagne. C'est pas mal pour ça. le coup, grosse stratégie de vente via les experts comptables. Donc, ces deux aspects-là, effectivement, on se dit banco, on rachète la boîte. Et là, pour le coup, c'est le changement le plus structurant chez celle-ci. Parce que là, on doit intégrer une boîte de 50 personnes. Ah, ils sont 50. Pas loin de 50 personnes à Barcelone. Donc, vous avez des bureaux à Barcelone On a des bureaux à Barcelone, absolument. Okay. Qui sont super. Avec une équipe qui, pour le coup, culturellement, super fit avec la culture de celle-ci. Par contre, vrai changement pour les équipes parce que maintenant, il faut qu'on puisse communiquer, il faut qu'on puisse faire des projets ensemble. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est pas juste de racheter une boîte en Espagne en disant hey, on a réussi le lancement international. C'est de se dire comment on va faire pour aller aussi apporter des produits complémentaires à l'Espagne pour là aussi avoir. Parce que là, vous gardez la marque là. Alors, on a gardé la marque Kipou en Espagne. Et progressivement, on apporte des briques complémentaires. Donc, on a ramené la partie gestion de trésorerie, Rocket Chart. Mais toujours en marque blanche, du coup, pour que ça reste comment tu dis Kipou? Kipou, ouais. Kipou Trésorerie. Ouais. On a lancé Kipou Trésorerie en Espagne, qui est ni plus ni moins que la brique techno de Rocket Chart avec un coup de peinture. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Donc ça, c'est le premier lancement. Et ça nous a permis d'étendre l'offre qu'on a en Espagne. Demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi lancer le CRM en Espagne. Okay. C'est ça notre volonté. Pareil, dans l'optique d'avoir une solution gestion commerciale et financière pour les PME en Espagne sur une proposition de valeur assez similaire que celle qu'on a sur la France. Et en termes de culture, du coup, est-ce que là, c'est le but de faire une vraie culture de groupe ou quand même les équipes de Kipou, les équipes de celle-ci, c'est deux équipes complètement différentes? Limite, ils se connaissent pas trop entre eux. C'est un sujet super difficile. Très franchement, je pense que ça a été le plus gros apprentissage pour moi là, ces 18 derniers mois. D'abord, moi, la volonté et la vision, elle est claire, c'est l'intégration. L'intégration, c'est la culture d'une boîte. Elle se vit forcément à l'échelle aussi d'un groupe, quoi. Si c'est pour créer juste deux silos complètement différents, c'est compliqué. C'est compliqué parce que déjà, il y a deux cultures différentes. Les mecs, ils ont monté une boîte avec 1, 2 ou 3 co-founders, je sais pas. Vous les avez gardés ou pas? Ouais, absolument. Ouais. Mais ils vont partir à un moment donné. J'espère pas pour l'instant, mais... Mais ils pourraient. Non, mais ils pourraient. Non, mais absolument. C'est ça que là, tu as 50 personnes qui ont suivi 3 capitaines, des compatriotes à eux. Ils se font racheter par les Français, etc. En fait, moi, je me mets à la place d'un salarié. C'est culturellement parlant. Ça peut être compliqué. Enfin, tu peux te dire, bon, vas-y, c'était la fin d'un cycle. Ouais. Je m'en vais avec le bateau, en fait. Et d'un coup, de 50 personnes, tu as un turnover en 2-3 ans de 60%. Quoi. Non, mais déjà, tu as l'approche annonce de l'acquisition. Tu vois, on peut se racheter la boîte. Je crois que c'est genre 1 mois après qu'Elon Musk rachète Twitter. Donc, tu vois, tout le monde pense qu'ils vont tous se faire virer. Ouais. Et donc, déjà, il faut rassurer. Donc, premier élément, quand tu rachètes la boîte sur 50 personnes, en plus en Espagne, c'était des éléments de réassurance. Moi, je me souviens... J'ai dû aller en Espagne, j'ai fait un discours en espagnol alors que je suis nul en espagnol. Et c'est ce que j'allais te demander, parce que tu vois, rien qu'en termes de culture, je suppose que du coup, la langue qui rassemble un peu tout le monde, ça peut être l'anglais. Ouais. Mais du coup, par exemple, si tu arrives, tu leur parles en anglais, que sur les 50, il y en a la moitié qui parle pas anglais, déjà, tu mets un mur, quoi. C'est le cas. Et donc, on a cette problématique en français et en Espagne, c'est-à-dire qu'on a des gens qui parlent pas anglais. Et donc, voilà, je suis allé en Espagne et je me suis dit, bon, allez, il faut que j'ai un discours rassurant, il faut que j'essaie de mettre, effectivement, de montrer que voilà, je suis proche, que je serai proche des équipes. Donc, voilà, j'ai fait cet effort de parler en espagnol. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je peux pas. Voilà, quand je vais sur place et avec l'équipe dirigeante, on parle en anglais. Mais voilà. Et par contre, de la même manière, il a fallu faire en sorte d'intégrer les gens
sans les contraindre en disant demain, la culture de la boîte, c'est 100% anglais. Ça, c'était un vrai sujet sur lequel on a beaucoup échangé en interne avec mes équipes, c'est qu'est-ce qu'on fait sur la langue. Parce qu'en fait, si tu gardes les deux langues, bah, il se passe rien. Si en fait, tout ce qu'on fait avant en français, on le fera en français, et tout ce qu'ils faisaient avant en espagnol, on le garde en espagnol, bah, il n'y a pas de lien en fait. Ouais, c'est donc compliqué, on a fait le choix d'avoir pour le coup, ce choix un peu d'avoir l'anglais par défaut. On a appelé ça comme ça. C'est l'anglais par défaut, ça veut dire quoi? C'est que tous les supports à l'écrit doivent être en anglais. La communication, elle, peut se faire en français quand il n'y a que des Français, ou la communication peut se faire en espagnol quand il n'y a que des Espagnols. Oui, parce que je suppose que vous avez des gens de ton équipe en France qui vont communiquer avec leurs équipes là-bas. Ouais. En fait, pareil, est-ce que eux, ils ont l'impression du coup d'être une filiale du groupe Celsy, ou est-ce qu'ils ont... Est-ce que vous allez mettre en place, je sais pas, est-ce que demain, si vous faites un off-site au Portugal, tu prends toutes les équipes, ou alors est-ce que la boîte espagnole fait son off-site de son côté, et la boîte française fait son off-site de... On a un peu les deux, c'est-à-dire qu'on a gardé, on a décidé d'accepter qu'il y ait des sous-cultures d'une certaine manière. Je pense que de toute façon, tu peux pas faire autrement, en fait. T'es un peu obligé. Donc en fait, effectivement, il y a des rituels, il y a une culture. D'ailleurs, même entre Bordeaux et La Rochelle, on a ça. C'est-à-dire que déjà, même à l'échelle de la France. Mais c'est normal. C'est normal. Chaque bureau a un peu sa sous-culture. Tu sais, sans rentrer dans le débat politique de société ou quoi, mais c'est comme quand t'es étranger, t'arrives quelque part. Demain, moi, je vais vivre aux États-Unis. Forcément, je vais m'adapter à la culture américaine. Je vais pas perdre ma culture française, quoi, tu vois. Complètement. Donc on a ça, et on a aussi ça à Barcelone. Donc on a fait le choix d'assumer ça. Par contre, on essaie de faire en sorte un maximum d'intégrer les équipes de manière organisationnelle déjà. C'est-à-dire qu'on a effectivement aujourd'hui tous les managers de l'Espagne reportent au Comex Comex Group, tu vois, qui est effectivement mon CFO, c'est le CFO Group, mon CRO, c'est le CRO Group, CTO Group, CPO Group. Donc là-dessus, en termes d'organisation, on a effectivement tout ramené à un seul niveau. Et on fait des all-hands aussi au niveau groupe pour s'assurer que les informations de résultats financiers, de performance, produits et tech sont communiqués, et aussi RH sont communiqués à l'échelle du groupe. Tu vois. Donc on a ces all-hands régulièrement à l'échelle groupe, mais on garde effectivement ces cultures un peu indépendantes. Et effectivement, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Espagne, c'est pas le même marché que la France. En Espagne, on vend en espagnol aux PME. En France, on vend en français. Donc on a besoin, dans tous les cas, d'avoir des Français en France et des Espagnols en Espagne. Ça, c'est une réalité. Donc, outre la partie, évidemment, brique, on va utiliser vos mots encore une fois, excuse-moi, module, que vous apportez, par exemple, du coup, à cette boîte espagnole que vous rachetez, quelles sont les autres synergies que tu as et que vous avez réussi à faire sur cette intégration? En fait, pour moi, les synergies, on n'en est qu'au début. Effectivement, je suis assez convaincu que d'un point de vue fonctionnel, là, on a fait la première brique Trésor et on va aller beaucoup plus loin. Et puis, on a aussi des synergies de compétences, c'est-à-dire d'expérience. C'est ce que j'allais te demander surtout, hein, c'est quoi les synergies de bonnes pratiques que les Espagnols faisaient, que vous ne faisiez pas et que du coup, vous prenez d'eux, et inversement proportionnel. C'est marrant, mais tu as un très bon exemple. Les Espagnols étaient hyper forts en SEO. Et donc, pour le coup, on s'est énormément inspiré de ce qu'ils faisaient en SEO, à tel point qu'aujourd'hui, la personne qui gère le SEO en France, c'est un Espagnol. Okay. C'est quelqu'un de l'équipe de Barcelone. Parce qu'effectivement, ils nous ont énormément inspiré, alors que pour le coup, on pensait être super bons en SEO. On s'est rendu compte qu'ils étaient bien meilleurs que nous. Donc ça, c'est un bon exemple. Et tu vois, la première équipe qu'on a mis à l'échelle du groupe, c'est l'équipe de marketing. L'équipe de marketing, c'est une marketing group. Alors, il y a des gens qui travaillent que sur la France, d'autres qui travaillent que sur la France, mais tu en as beaucoup, une grande partie qui travaillent sur la France et sur l'Espagne aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai bon exemple de synergie de compétences. Pareil sur les équipes, par exemple les équipes tech, les équipes produits, sur l'organisation. On avait une organisation qui était beaucoup plus mature sur la France, normale. On avait beaucoup plus de développeurs, beaucoup plus d'expérience là-dessus. Donc, on a apporté cette expérience-là en termes de structuration des équipes de dev, des squads, sur l'Espagne. Voilà, c'est deux exemples qui montrent un peu ce qu'on s'est apporté l'un et l'autre, en dehors des aspects purement stratégiques, quoi. Et après, en termes de liberté de mouvement des salariés, je sais qu'aujourd'hui, la règle, c'est tu vas à La Rochelle ou Bordeaux si tu as envie. Ouais. Est-ce que demain, les Français, ils ont le droit d'aller dans les bureaux de Barcelone? On a eu 1 ou 2 cas de Français qui sont allés vivre à Barcelone. Un des exemples, c'était un des fondateurs de Rocket Chart qui est parti vivre à Barcelone. Et ça tombait bien parce qu'il y avait une vraie nécessité, comme on lançait Rocket Chart sur l'Espagne. Oui. Donc il a passé beaucoup de temps avec les équipes sur place. Donc ça, là-dessus, c'est des choses qui se font assez bien. Après, on n'a pas eu beaucoup d'autres demandes
mais ça se ferait au cas par cas, ça dépend un peu des équipes. Quelqu'un qui est dans une équipe sales sur laquelle on a vraiment une nécessité de se voir régulièrement, de créer de l'émulation, ça a moins de sens. Par contre, un développeur, complètement faisable. Ok. On a... Et du coup, c'est quoi la suite là? C'est d'ouvrir des nouveaux pays là? Tu travailles sur quoi là? Dans ce que tu peux nous dire, bien sûr. Ouais, non, mais bien sûr. Dans la suite, c'est quoi? C'est déjà de renforcer notre produit existant sur la France, sur l'Espagne. J'ai envie de dire, on a aujourd'hui pas mal investi pour étendre le produit sur le marketing, sur la gestion de trésorerie. Là, l'idée, c'est un peu de continuer à investir pour nos clients en renforçant ces produits-là, ces produits existants. Ça, c'est hyper important pour nous parce qu'à un moment, tu vois, il y a des phases, il y a des cycles un peu dans l'investissement. Tu peux pas tout le temps dans une phase d'expansion de produits. Alors, on reste très, je dirais, actif sur le marché des acquisitions pour voir si on a des opportunités. Mais là, on est un peu en phase beaucoup plus sélective. C'est-à-dire qu'on se dira, bon, il faut vraiment que ce soit une opportunité très, très, très forte pour qu'on y aille. Pareil sur l'ouverture de nouveaux marchés. L'Espagne, on en est qu'au tout début de l'histoire. Je dis, ça fait 2 millions d'ARR. Donc, c'est un petit peu 10% de l'ARR du groupe, tu vois. Mais ça veut dire que là, l'Espagne, potentiellement, avec le cross-sell et puis avec peut-être les moyens financiers que vous allez mettre aussi pour les développer, je sais pas, je suppose que le but, c'est de doubler presque tous les ans pendant les 3 prochaines années. Quoi. Alors, si on peut-être pas tous les ans, mais peut-être pas doubler, mais en tout cas, effectivement. Mais de faire au moins de fois 1,5 tous les ans. Quoi. C'est exactement ça, c'est ça l'objectif. Et c'est un marché qui, pour le coup, est beaucoup moins exposé en termes d'acteurs sur les PME qu'en France. C'est un marché assez différent. Il y a moins d'acteurs et pour le coup, on est assez convaincu qu'il y a une grosse opportunité pour nous de croître en Espagne. Donc voilà, là, on est un peu sur la phase, je dirais, on a passé 3 ans à beaucoup investir et sur les people, on a recruté beaucoup de monde et sur nos produits, on a fait des acquisitions et on a investi beaucoup sur la tech. Là, on est et sur l'international, on a rajouté un pays. Là, on est dans une phase un peu plus de consolidation et là, l'idée, c'est vraiment de leverager un peu la valeur sur la France et sur l'Espagne sur les 18 prochains mois, tu vois. Mais on aura d'autres phases d'investissement, c'est certain. Et du coup, ça me fait un peu la transition parfaite pour parler de ce sujet. Tu disais en Espagne, voilà, c'est un marché peut-être qui est moins concurrentiel, qui est moins fourni. En France, on en parlait en off juste avant d'enregistrer. J'en avais parlé avec Arthur de Penny que j'ai reçu. J'en avais parlé aussi avec Maxime de Time, pardon, qui était venu, tu vois, même c'est eux qui m'avaient parlé de CJ, de Sage, etc. J'en parlais l'autre jour aussi avec Philippine, là, pareil, un peu comme toi, alors elle est DG France chez Conto. Vous êtes beaucoup d'acteurs là, un peu dans. Alors vous êtes pas une fintech, vous êtes une quoi? Une compta-tech, comment on dit? On est une sales tech, martech, on est un peu de. Il y a un peu de tout, je t'avoue qu'à chaque fois qu'on me demande de rentrer dans une case, on va dire chiffre tech, quoi, tu vois. C'est clair. Mais dans tous ces métiers, voilà, qui vont. En fait, comme tu dis, il y a beaucoup de briques, modules, encore une fois, ça dépend comment on le dit, mais voilà, tu vas du devis à la facturation, suivi de ta trésorerie, au rapprochement bancaire, au compte pro, à ta comptabilité. Enfin, il y a. On parlait des notes de frais, parce que tu vois, on peut aller jusqu'à Spendesk, ou on peut même aller jusqu'à même revenir au tout début avec les Legal Place, Legal Start, qui te permettent de créer ta boîte, mais qui aujourd'hui, je crois, sont également en train de marcher aussi un peu sur les plates-bandes de certains d'entre vous. Alors, vous êtes énormément d'acteurs qui avaient tous levé beaucoup de fonds. Donc, il y avait tous, on va dire, les moyens de vous bagarrer, quoi. Beaucoup sont arrivés récemment, en plus. C'est-à-dire qu'on parle de... c'est tous les acteurs que tu cites, c'est 3, 4, 5, 6 ans. C'est vraiment tout ça est exactement, tout ça, on va là en 5-6 ans. C'est ça qu'on parlait tard de Penny, on a l'impression qu'ils sont là depuis toujours, alors qu'en fait, ils sont là depuis le Covid, quoi, donc depuis à peine 4 ans. Exactement. Ma première question, c'est déjà, je suppose que vous vous parlez tous entre vous. Vous vous considérez comme quoi? Comme des confrères, des partenaires, des concurrents, des ennemis? Enfin, comment vous considérez les uns les autres? On se parle pas mal et forcément dans toutes ces discussions aussi autour du M&A que j'ai pu avoir, en fait, tu parles aussi à tous les acteurs. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui cherchent à consolider aujourd'hui. On n'est pas les seuls. Donc en fait, c'est ça, c'est que déjà, il faut convaincre les gens de les racheter ou quoi. Mais en fait, vous n'êtes pas tout seul souvent sur le... Oui, exactement, il y a aussi ça. Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, chaque acteur a un peu sa spécificité. Ce qui se passe quand même, c'est que sur le bas de marché, sur la très petite TPE, l'indépendant, le 2-3 personnes, il y a forcément
tout le monde veut avoir cette offre all-in-one pour ce bas de marché. Effectivement, Conto, aujourd'hui, fait de la facturation. Conto a acheté Regat, qui est une brique de pré-comptabilité. Et donc, sur le bas de marché, effectivement, ils vont être en concurrence aussi avec Penny Lane, qui effectivement a une offre très généraliste en plus et de lance la compta. son compte pro aussi, je crois, non? Oui, absolument, lance son compte pro, etc. Nous, on fait de la facturation. Donc, effectivement, la facturation, j'ai envie de dire, une petite boîte peut y aller. Et donc, on a aussi, dans nos clients et dans nos leads, des très petites boîtes. Donc, la réalité, mais c'est aussi un marché qui est extrêmement volumique. On parle aujourd'hui il y a 4 millions de PME en France, avec effectivement énormément de création. Je sais pas combien, de nombre de... Je crois, l'année dernière, c'est quoi? C'est 1 million de nouveaux numéros de SIRET qui ont été créés. Ouais, c'est énorme. Million qui sortent. C'est-à-dire que c'est aussi du renouvellement assez récurrent. Donc là-dessus, je dirais que sur le bas de marché, chacun avec ses spécificités va potentiellement être un peu concurrent. La réalité, c'est que dès que tu sors un peu de ce bas de marché, en fait, nous, aujourd'hui, on a des clients qui sont très petits, mais on est une solution collaborative. Par définition. On est un CRM et une brique de facturation qui est incluse dans notre CRM. Et nous, on est vraiment une solution collaborative. On se définit avant tout comme un CRM. Et on considère que la facturation, ça fait partie du processus de vente. Et donc, nous, assez vite, on adresse des boîtes qui ont vocation à grandir, à passer de 1 à 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, même jusqu'à 100 salariés. On est confortable, tu vois, jusqu'à 100 salariés. Et la majorité de nos clients, c'est des boîtes qui sont effectivement entre 5, 10 et 50. Et donc là, c'est un petit peu différent. Là, tu n'es plus dans un aspect très généraliste. Tu es obligé d'être un peu plus spécialisé. Tu es obligé. Et là, effectivement, nous, Penny Lane, c'est des partenaires dans ce cas-là. Parce que nous, la comptabilité, c'est pas notre métier. Ouais. Et donc, on a, je crois que notre premier connecteur, celui qui marche le plus, c'est celui avec Penny Lane. Donc, vous êtes des partenaires. On est partenaires. On a plusieurs centaines de clients qui utilisent celle-ci et Penny Lane ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser celle-ci, ils utilisent le CRM de celle-ci. Ils utilisent le CRM, potentiellement la facturation aussi, parce que, pareil, sur la facturation, celle-ci est plus avancée. On a une solution de facturation 15 ans qui a été plus poussée, qui va adresser des besoins de boîte un peu plus complets. Et notamment, tu parlais de Kimono tout à l'heure. Je pense qu'une des raisons aussi, notamment quand tu vends des produits, que celle-ci va apporter sur les catégories tarifaires, la gestion du catalogue avancé. Chose que plein de facturations un peu simples n'apportent pas. Ouais. Donc c'est ça, en fait, il y a des gens qui vont utiliser ça chez vous et qui vont utiliser du coup plutôt la brique rapprochement bancaire, suivi de trésorerie et pré-comptabilité avec Penny Lane. Absolument, ouais. Donc ça, on a effectivement beaucoup de clients comme ça. Conto, c'est un peu la même chose. Conto, si ton besoin, c'est juste de faire 10 factures par mois de services, là, effectivement, peut-être que la puissance de celle-ci, c'est peut-être pas nécessaire. En tout cas, on peut se retrouver en frontal sur l'aspect facturation. Par contre, dès qu'on est sur une boîte de 10, 20, 30 salariés, en fait, Conto, c'est très bien pour la gestion de ton compte pro. Et celle-ci, reste une solution de CRM et de facturation bien plus avancée pour toi. Donc, je dirais que la réalité, c'est qu'on est quand même plus partenaire. Et Conto, c'est aussi un de partenaires. Voilà, on a beaucoup de clients Conto en commun. Et donc, ça veut dire que toi, aujourd'hui, tes principaux concurrents, c'est plutôt des Pipedrive et consorts, en fait. Ouais, effectivement. Nous, c'est plutôt ces gens-là, en fait. HubSpot. Plus d'ailleurs. Donc, je peux dire que notre principal concurrent aujourd'hui, c'est HubSpot. Et c'est aussi encore des solutions de facturation issues de la comptabilité. En fait, nous, beaucoup du Sage, EBP, des solutions un peu à l'ancienne, effectivement, on-premise, ancienne on-premise ou existantes d'ailleurs, qui sont plus nos concurrents. Donc, effectivement, sur le marché de la TPE-PME, beaucoup d'acteurs. Sur le bas de marché, les petites boîtes, c'est vrai que c'est un peu plus la guerre. Ouais. Dès qu'on remonte un peu dans des boîtes qui sont un peu plus structurées et qui ont vocation à croître, effectivement, là, on est plus partenaires et on travaille beaucoup ensemble. Ouais. Ok, donc il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus. Est-ce que, tu vois, moi, des fois, je me fantasme ce truc, c'est que, est-ce qu'il existe quelque part, genre, une sorte de groupe WhatsApp où il y a tous les CEO de Conto, Shine, Indie, enfin en fait, tous ces gens-là, donc où en fait, si on met toutes les levées les unes à côté des autres, il y en a pour au moins 2 milliards, quoi. Est-ce qu'il existe ce groupe WhatsApp? Tu penses au film, c'est quoi, c'est Thank You for Smoking, non? Oui, ils se rencontrent dans le café. Le lobby des armes, le lobby de l'alcool et le lobby du tabac, qui vont tous les jours déjeuner ensemble et refaire le monde. Non, désolé, il n'y a pas ça. Non, il n'existe pas. Il n'existe pas, non, après... je trouve que la communication est extrêmement fluide avec la plupart des acteurs du marché. Enfin voilà, typiquement, tu parlais d'Arthur Waller, fondateur et CEO de Penny Lane. On se parle régulièrement.
Voilà, la dernière fois qu'on s'était parlé, congrès des experts comptables, qui est un gros événement effectivement pour tous les acteurs qui adressent les PME, parce que les experts comptables, c'est un peu le prescripteur pour les PME. Enfin, voilà, donc on se parle assez facilement quand même. Ok. Moi, comme on arrive vers la fin là, de ce podcast, je voudrais qu'on finisse un peu plus sur toi. Toi, aujourd'hui, t'es au bureau, je crois, de la French Tech Bordeaux. Je sais jamais quel poste tu as. Je suis administrateur de la French Tech Bordeaux. Alors après, on est 7 administrateurs entrepreneurs. On est tous VP, sauf Mathilde, qui est présidente. Voilà, il y a une présidente. Ah oui, c'est Mathilde qui a monté Casoar, hein, c'est ça? Absolument, ouais. On dit Casoar, tout Casoar. Casoar. Mathilde qu'on embrasse, du coup. Et après, on est un trésorier, un secrétaire, comme n'importe quelle sauce. Ouais, okay. Et après, les restes, on est VP. Bon, en fait, on est administrateur, ouais. Et ça, toi, du coup, c'est quoi les raisons de t'être présenté à ça? Et aujourd'hui, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Qu'est-ce que ça t'apporte à celle-ci? C'est quoi un peu les bails? Bah là, on est sur vraiment, je pense, le sujet... c'est très lié avec le sujet culturel de celle-ci, tu vois, ce côté... la force de la province, quoi. Ouais. Moi, c'est vraiment quelque chose... On a le droit de dire la province encore? On doit dire la région, je crois. La force de la région, la force, je sais pas. En tout cas, on s'en fout. La force du Sud-Ouest. Ouais. Non, mais voilà, moi, encore une fois, c'était une des raisons premières qui m'a fait me lancer à fond dans cette aventure, celle-ci. C'est ce côté ambition extrêmement forte, avec ce côté audacieux, même un peu fou de se lancer en province. Et ce côté, bah là, on va faire le choix de vivre dans une ville en dehors de Paris, en dehors de la Défense, tu vois, et de créer une start-up avec de l'ambition et en même temps des vrais avantages de la vie à La Rochelle, à Bordeaux. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'était aussi une façon de rendre la French Tech Bordeaux, de rendre un peu à l'écosystème local. Moi, j'habite Bordeaux, j'ai vu, et tu as dû le voir aussi, moi, je suis arrivé en 2017, donc il y a 7 ans. J'arrive à 7 ans à Bordeaux, j'ai vu l'évolution de Bordeaux. Je te laisse imaginer ce que c'était quand en 2011 on se lance. C'est simple, tu parlais de la tech à Bordeaux, c'était Cdiscount et c'était tout. Mais c'est ça. Donc, il n'y avait rien, il y avait rien pour l'entrepreneuriat. C'est incroyable ce qui s'est passé franchement en 7 ans. Et ça, c'est effectivement l'attractivité d'une ville comme Bordeaux et de la région sud-ouest de manière générale. Déjà, forcément. Et puis, c'est aussi le Covid, très clairement, ça a beaucoup aidé. La LGV, le fait qu'il y ait un TGV 2 heures Paris-Bordeaux. Plus fort même la LGV, hein, je pense. Hein, énorme, c'est effectivement énorme. Le Covid, énorme aussi. Le fait que les gens commencent à faire du télétravail en dehors de Paris, ils se disent ah, mais en fait, je peux faire ça toute ma vie, en fait. Voilà. Et donc, tout ça, ça a créé énormément d'opportunités. Le nombre de boîtes qui ont déplacé leur siège à Bordeaux aussi, c'est dingue. On peut en citer plein. Moi, l'histoire que j'aime beaucoup, Asphalt, je trouve ça dingue. Le jour au lendemain, William, il a dit... je suis en train de me demander si c'était pas un t-shirt Asphalt là que t'avais... Non, Asphalt. C'est Asphalt, ouais. Je crois que ma chemise, c'est aussi Asphalt. Et moi, mon jean, c'est Asphalt. Tu vois. Oui, parce que toi, t'es pote avec William aussi. Hein. Ouais. Il n'y a pas une histoire d'enfants qui vont à la même crèche, un truc comme ça? Non, on habitait pas très loin à une époque. Ça. On habitait pas très loin. Mais voilà, mais ça, c'est un exemple. Voilà, je dis, je ferme ma boîte à Paris, je la réouvre à Bordeaux, suivez-moi. Et je crois que d'ailleurs, il a quasiment emmené toute sa boîte. Je crois qu'il y a 1 ou 2 personnes. Ouais. Et à l'époque, quand tu fais ça, ils sont pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire que lui, il part tout seul de base. Ouais. Moi, la première fois que je rencontre William, il était à Darwin tout seul, quoi. Tu vois? Non, mais voilà, ça, c'est un exemple. D'ailleurs, Back Market, Mano Mano, d'autres exemples. Non, mais en fait, c'est des scale-up qui ont des trucs à Bordeaux, il y en a plein. Hein. T'as Miracle qui a une équipe à Bordeaux, t'as Doctolib qui a une équipe à Bordeaux. Lydia, Alan, je crois aussi. Ouais, tout le monde maintenant. Non, mais voilà, donc ça, c'est les boîtes qu'on connaît. C'est-à-dire que c'est un peu les licornes ou les grosses boîtes dont on parle, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui se sont lancés avec des projets à Bordeaux là, depuis 5-6 ans. Moi, je l'ai vu ça grâce au Poney Club. C'est-à-dire que des fois, je rencontre des boîtes et le mec qui est à côté de moi, il me raconte sa life et je lui dis pourquoi on te connaît pas, toi, franchement? Tu sais, des mecs, tu vois, l'autre jour, je parlais avec. Et merde, j'ai oublié le nom de sa boîte, donc je vais pas le citer. Mais tu sais, il me disait, putain, il me racontait, genre une boîte, ils sont 100 personnes, rachetées par tel truc et tout. Je dis, ah ouais, putain, mais c'est ouf, mais on vous connaît pas, quoi. Mais tous les jours, je rencontre des gens, je me dis, mais en fait, cet écosystème, c'est incroyable. Et après, tu leur poses la question, t'es arrivé quand? Il y a 2 ans, il y a 3 ans, etc. Enfin, voilà, donc tout ça. Moi, en tout cas, prendre un rôle d'administrateur à la French Tech Bordeaux, c'était aussi un moyen de rendre un peu à l'écosystème ce qu'il nous a donné. Parce que nous aussi, moi, je trouve que ça nous a créé énormément de valeur, tu vois, chez celle-ci, d'être à La Rochelle, à Bordeaux. Et moi, j'avais envie aussi de rendre ça et d'être encore au cœur de cet écosystème-là. Donc voilà, ça, c'est du bénévole, hein. Donc c'est du temps en plus, ça rajoute un peu de boulot, mais c'est franchement hyper enrichissant. Et puis, dans tous les cas, on l'enlèvera pas, hein. J'en parlais à l'épisode que j'enregistrais juste avant. Dans tous les cas, le réseau, c'est juste du temps, c'est gratuit, mais à la fin,
ça reste l'asset le plus important que chacun d'entre nous possède, quoi. Non, mais exactement. Et puis aussi, voilà, c'est des belles rencontres. C'est franchement, c'est un super écosystème. D'ailleurs, plus gros. On peut même en parler par rapport même au bracelet que tu as. C'était un des gros événements que vous avez su. Là, non, c'est pas un événement French Tech. Alors, c'était co-organisé par la French Tech, okay. Mais effectivement, l'Ocean Leader Summit, qui est un événement assez incroyable, qui est organisé par Surfrider Foundation, qui est une association qui lutte contre la pollution des très grosse association. Ils font énormément de choses. Des océans et des cours d'eau de manière générale. Donc effectivement, que les auditeurs ont pu connaître dans les nettoyages de plage, par exemple, c'est les actions les plus connues, mais aussi grosse force de lobby. Par exemple, Surfrider a participé à l'arrêt des sacs plastiques dans les supermarchés, par exemple. Des cotons-tiges aussi. Voilà, pour faire ensemble, parce que tout ça se retrouve où ? Dans les cours d'eau et à la fin, à la plage, etc. Donc voilà, pour le coup, très belle association qui organise maintenant depuis 3 ans l'Ocean Leader Summit à Lacano, qui est un événement qui regroupe des investisseurs. Il paraît que vous vous êtes régalé. Hein. Et des entrepreneurs. Et qui est franchement un superbe événement. Qui est organisé par Antoine Martel, notamment. Antoine Martel, membre éminent du Poney Club, qu'on embrasse aussi. Exactement, qu'on embrasse, qui a fait un travail fabuleux. Donc c'est vrai que voilà. Et ça, à Bordeaux, c'était franchement, il y a quelques années, c'était inespéré. Voilà, donc moi, je trouve ça génial. Et je suis hyper heureux et hyper fier de participer à ça. Eh ben écoute, ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci à toi d'être venu, d'avoir pris du temps, parce que je sais que là en ce moment tu cours partout. C'est un grand plaisir. Tu es même un peu fatigué, mais en tout cas tu as mis une bonne énergie là pendant un peu plus d'une heure. En tout cas, merci beaucoup Victor. Merci Hugo. Écoute, ça fait plaisir. Je vais donner les petites mentions légales de fin d'épisode. Si vous nous regardez sur YouTube, déjà merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre un petit commentaire. C'est gratuit, ça prend 1 seconde. Ça m'aide beaucoup pour le référencement du podcast. Si vous écoutez en audio, pareil, prenez juste un petit peu de temps là sur votre téléphone. Vous mettez 5 étoiles, que vous soyez sur Spotify ou Apple Podcast. Pareil, c'est gratuit, mais c'est essentiel pour moi pour que le podcast soit le plus écouté possible, que ça me donne de la force pour y passer toujours plus de temps, parce que c'est du temps de vous balancer 2 épisodes chaque semaine. Mais en tout cas, merci à vous d'être toujours aussi nombreux sur La Chapelle Radio. Merci Victor. Merci à l'agence Cosmos qui nous accueille pour l'enregistrement du podcast. Et écoutez, merci à tous et à bientôt sur La Chapelle Radio.